What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, dans cet épisode, j'inaugure une nouvelle formule d'Hollywood's Bull où je serai accompagné d'invités tels que je l'avais fait pour la zone fantastique sur la saison passée. Alors, je laisse le format la zone fantastique en jachère pour l'instant. Il n'est pas impossible que je réutilise ce format pour des occasions particulières, pour des festivals ou peut-être des interviews si l'occasion se présente. Mais cette saison, je vais me concentrer sur Bizarroid d'une part et à Hollywood's Bull d'une autre part, où je vais proposer à des invités de venir discuter de blockbusters qui leur tiennent à cœur, des blockbusters qui ont connu un échec à leur sortie, qui ont été mal compris ou qui sont un peu tombés dans l'oubli dernièrement. Et pour cet épisode, mon invité, c'est Guillaume. Bonsoir Guillaume. Salut Jean-Baptiste. Guillaume qui est rédacteur en chef de l'Infini Détail. Allez jeter un œil sur l'Infini Détail. Allez écouter aussi leur podcast, puisque Guillaume s'est aussi mis au podcast il y a quelques années. C'est aussi quelqu'un qui aime aller replonger dans ses souvenirs de cinéphile, aller repiocher des productions qu'on a parfois un peu oubliées. Je me souviens que tu as fait un truc sur Fréquence Interdite, par exemple. Absolument, ouais, de Grégory Hoblit, il y a quelques mois, que j'ai pris beaucoup plaisir à revoir d'ailleurs. Ouais, ça c'est, par exemple, c'est typiquement ce genre de production que j'ai vu adolescent au cinéma, et donc c'est intéressant de se replonger là-dedans. Donc je trouvais que t'étais vraiment l'invité idéal pour lancer cette nouvelle formule. Alors tu as choisi un blockbuster qui n'a pas connu le succès escompté par ses producteurs et ses créatrices, loin de là, au moment de sa sortie en salle, puisqu'il s'agit de Speed Racer, réalisé par Lily Elana Wachowski et sorti en salle en 2008. Racing's everything. For my family, it isn't just a sport. It's way more important than that. It's like a religion. Are you ready to become a real race car driver? Then sign that contract. He's just trying to scare you, son. What you do behind the wheel of a race car has nothing to do with business. You walk away from me, you walk away from this deal, no matter how well you drive, you won't win, you won't place. I guarantee you right now, you won't even finish the race. You think you can drive a car and change the world? It doesn't work like that. Maybe not. But it's the only thing I know how to do, and I gotta do something. Alors Guillaume, passage obligé du podcast, est-ce que tu pourrais nous faire un pitch de Speed Racer ? Bien sûr. Alors, c'est un film que tu as envie de résumer par son apparence et ses couleurs plus que par l'histoire. Donc, on va tenter d'aller directement dans l'os. Donc, c'est l'histoire de la famille Racer, comme son titre l'indique, dont le cadet, Speed, est un véritable champion. Il vit avec le souvenir terrible de son frère qui est disparu pendant une course automobile très spectaculaire qui lui a coûté la vie. Donc, lui et ses parents vivent avec ce souvenir terrible. Et un beau jour, Speed fait une course tellement effréné, tellement spectaculaire, qu'il est à deux doigts de battre le record de son frère sur la piste, un record de vitesse en temps qui vient un petit peu sceller comme ça la scène d'introduction. Grâce à ce record, il se fait repérer par le PDG de Royalton, qui est un mania de la course automobile qui va essayer à tout prix de lui faire signer un contrat. Et on va découvrir que c'est évidemment l'antagoniste du film, Pot de terre, famille Speed Racer, contre le pot de fer qui est Royalton Industries. Exactement. Très bon résumé, merci. C'est efficace. Alors, on va revenir un peu sur le nom Speed Racer, sur l'œuvre Speed Racer, et je dirais même la licence Speed Racer. Il faut rappeler d'abord que c'est une œuvre japonaise. C'est d'abord un manga créé par Tatsuo Yoshida pour le Shonen Book, qui était donc une revue qui regroupait différents shonen. Le shonen, c'est un genre de manga destiné en premier lieu aux préadolescents et aux adolescents masculins, un public masculin, même si aujourd'hui ça nous paraît très genré comme approche du public. Le titre original, c'est Mach Go Go Go. Voilà, donc Mach, l'unité de valeur pour mesurer la vitesse, puisque la voiture s'appelle la Mach 5, comme si elle montait à Mach 5 comme un avion de chasse. Tout est assez hyperbolique dans le film, on va le voir, bien sûr. Ce sont des codes, des conventions de manga. Le manga a été publié dans Shonen Book de 1966 à 1968, et l'anime est arrivé quasi simultanément
rapidement, hein, comme ça arrive souvent pour les shonen, en 67 sur Fuji TV, et il a été acheté très rapidement par la télé américaine, diffusé très rapidement à la télé américaine dès l'automne 67, donc la même année, le groupe DIC l'achète pour une diffusion en syndication. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la syndication, c'est un système un peu particulier propre aux Américains, c'est-à-dire qu'il y a différentes chaînes locales des différents États des États-Unis qui se regroupent pour acheter les droits, et donc toutes ces chaînes vont diffuser l'animé généralement à la même heure, voilà. Donc ça s'appelle une syndication. C'est pas passé sur une grosse chaîne type ABC, NBC, voilà, c'est passé sur plusieurs chaînes. Et donc du coup, bon, ça a concerné un assez large public d'enfants américains, hein. C'est une œuvre qui a vraiment compté pour les Américains, pour les petits Américains. C'est vraiment l'une des premières œuvres graphiques japonaises qui est entrée dans la culture américaine. On le sait, les Américains, c'est un marché qui est dur à percer, hein. Et voilà, leur premier souvenir d'animé et de manga pour les Américains, c'est généralement Speed Racer. C'est un peu l'équivalent de Goldorak pour nous, finalement, mais presque 10 ans J'allais plus t'en tôt. parler, ouais, Ouais, Speed Racer a dû faire face aux réticences que Goldorak a eu exactement. chez nous à une autre échelle. Ouais, c'était un peu le même combat à l'époque, hein. Donc, sauf qu'on est curieusement 10 ans plus tôt dans les années 60. On peut comprendre le succès tout de même, hein, qu'a eu cet animé, parce qu'on est dans une ambiance très donc des courses avec des obstacles. C'est un mélange. Si je devais décrire le concept de Speed Racer, moi, c'est à mi-chemin entre Mario Kart et la course à la mort de l'an 2000, quoi, et Death Ouais, Race. Donc, les Américains, c'est ça. ils connaissaient déjà un peu ça à la même époque chez Hanna-Barbera. Non, le style visuel est assez différent, mais en tout cas, la trame et les péripéties sont proches de ce que les Américains connaissaient avec les Fous du volant, avec Satanas et Diabolo. Voilà, même si c'est traité de manière assez différente, mais voilà, c'était un truc qui faisait partie de la pop culture de l'époque. D'ailleurs, Yoshida lui-même s'est inspiré d'œuvres américaines pour créer Speed Racer. Il reconnaît qu'il s'est inspiré de Viva Las Vegas avec Elvis. Voilà, il s'est inspiré de l'Aston Martin de James Bond pour la Mach 5. Voilà, donc les influences en fait sont partagées entre Amérique et Japon. Donc ça explique le succès de Speed Racer et le fait que ça ait marqué la pop culture américaine dès les années 60. En ce qui concerne donc le passage au cinéma, ça a été un peu plus long, donc, hein, on parle d'un film de 2008. En réalité, Warner a acheté les droits pour faire une adaptation dès 1992. Ça a pris du temps. Ils ont pas su vraiment, on va le comprendre quand on voit le résultat, ils ont pas su vraiment comment retranscrire l'énergie, la liberté physique de la physique des objets, des voitures dans l'animé. Ils ont pas su comment retranscrire ça avec les instruments classiques cinématographiques dans les années 90. Il y a plusieurs réalisateurs qui sont passés sur le projet. On a eu Gus Van Sant, c'est assez étonnant. On a eu Alfonso Cuarón aussi, qui a été attaché au projet. J.J. Abrams. Et finalement, la Warner a confié le projet aux Wachowski, qui, il faut dire, sortait donc de la trilogie Matrix. Et également, faut pas oublier qu'ils ont également écrit V pour Vendetta, qui avait eu un certain succès. Pas forcément un énorme succès public, même si le film a bien marché, mais un bon succès d'estime. Enfin, voilà. C'est aussi une œuvre qui a marqué la pop culture. Les Wachowski, je pense à l'époque pour les dirigeants de Warner, dont Jeff Robinoff, qui était à la tête de la Warner à ce moment-là, je pense qu'ils se disaient, tiens, les Wachowski, non seulement ont une culture japonaise qui est plus approuvée, qu'on a bien vu dans Matrix, et qui plus est, V pour Vendetta était aussi une figure de la pop culture qui existait déjà grâce à la bande dessinée d'Alan Moore, mais qui a aussi pris de l'ampleur après le film. Donc ils se sont dit, tiens, les sœurs Wachowski sont peut-être les réalisatrices indiquées pour ce projet. V pour Vendetta, c'est resté dans les mémoires parce que le mouvement Anonymous a adopté le masque de V, qui lui-même était quand même, ce serait trop développé ici, mais un lourd passé historique, hein. C'était un masque d'un révolutionnaire anglais. Et Guy Fawkes. au final, c'est un film qui a beaucoup finalement plus marqué les esprits. Alors qu'elles ne l'ont pas réalisé, elles l'ont confié à James McTagg, qui est leur réalisateur attitré de seconde équipe, qui a beaucoup travaillé avec elle, qui a réalisé Ninja Assassin, il me semble, aussi dans la foulée. Qui est pas inintéressant de point de vue formel non plus, d'ailleurs, Ninja Assassin. Je l'ai pas vu, figure-toi, tu vois, c'est un des sur le Wachowski Universe, il me manque celui-là encore. Ouais, mais c'est amusant parce que tu vois, tu parlais de Speed Racer, la manière dont Speed Racer, l'animé, a su se faire une place dans les esprits peut-être un peu étriqués du public américain. Et donc c'est quelque part une œuvre qui a trouvé la clé pour débloquer, désinhiber le public occidental, une imagerie à laquelle il n'est pas familier. Et ça, c'est l'immense réussite du premier Matrix, que Ouais, personne n'a vu venir, bien sûr. qui a trouvé la formule, qui a trouvé la clé
l'astuce rhétorique, comme disait, je crois, je sais plus, c'était Stéphane Moïsakis qui avait écrit ça dans son article, mais c'était le scénario a trouvé l'astuce rhétorique, en fait, pour exciter suffisamment l'intelligence et la curiosité pour que l'imagerie très très japonaise du film puisse passer comme une lettre à la poste auprès du public. Et donc, ça m'intéressait de parler de Speed Racer parce que c'est justement, là, ils n'ont pas trouvé la clé, quoi. Ça a été un échec et le Et film ouais. n'a pas réussi du tout à désinhiber le public comme Matrix l'avait fait. Alors ouais, déjà appliquer parfois la même formule deux fois de suite, ça veut pas dire forcément qu'on va réussir à capturer la foudre deux fois d'affilée. Et là, qui plus est, c'est sur des esthétiques qui sont très différentes, hein. On est très loin du côté, oui, noir, néo-noir de Matrix, les teintes bleues, glauques, vertes, métalliques, voilà, de Matrix, le noir et le vert du code source, voilà, qui est retravaillé dans les différents motifs de Matrix. Là, on est sur quelque chose de très différent. T'as déjà annoncé la couleur en parlant de couleur, mais on est sur une direction artistique qui est très différente parce que le matériau d'origine implique forcément quelque chose qui est beaucoup plus coloré, très très coloré, très bigarré, avec aussi un traitement dans la composition des plans qui est très audacieux et qui, je pense, est peut-être beaucoup plus difficile à accepter pour un spectateur déjà en 2008 et même encore aujourd'hui. Moi, donc j'ai revu le film hier ou avant-hier, je sais plus, à l'occasion de ce podcast. Même encore aujourd'hui, il faut réussir à entrer dans cet univers et dans le traitement de cet univers. C'est quand même très particulier. Ça montre l'audace des Wachowski, l'inventivité des Wachowski et la volonté des Wachowski de continuer leur travail, comme on dit, de game changer, comme t'as dit, c'est-à-dire vraiment des réalisatrices qui arrivent pour proposer une œuvre forte, qui doit à chaque fois proposer une innovation, utiliser les techniques de son époque et en même temps l'accompagner d'un récit puissant, un récit universel. Et ça, c'est toujours un exercice périlleux. Il n'y a pas finalement beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui ont ce talent. Il y a Cameron, il y a Robert Zemeckis en son temps aussi, peut-être, qui a réussi aussi à prendre des outils nouveaux et à se dire, voilà, si je dois créer un nouveau récit, je veux prendre en compte les nouveaux outils qu'on a maintenant, la rotoscopie, la performance capture. Et ça va aussi influer sur ma manière de raconter cette histoire et ça va avoir une place très importante dans le spectacle que vous regardez, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu oublies au fur et à mesure de ton récit. Ça doit continuer à t'étonner, ça doit continuer à avoir un sens. C'est pas simplement un travail de technicien, c'est vraiment un travail de styliste. Il y a un moment quand le travail est bien fait, tu peux pas décorréler le style du récit et c'est un petit peu, à mon avis, le projet artistique des Wachowski sur ce film et donc du coup forcément la limite d'un film qui est pas consensuel finalement. Ah, il est tout sauf consensuel, hein. Le rapprochement est tout à fait limite vulgaire en fait, mais il me rappelle notre film Speed Racer qui lui avait toutes les chances de se rater, avait toutes les chances d'être moqué par le public et qui, aux surprises, a été un carton, mais c'est un film qui est resté un peu la lettre morte. C'est Le Pacte des loups, qui me panache quand même légende française, film d'époque, kung-fu et film de monstres, tu vois. Ce qui est va-t'en vendre ça au public français. Et pourtant, lui aussi, il a trouvé une clé, à mon avis, il a débloqué l'imaginaire. Ouais. Et ça a beaucoup, beaucoup marché. C'est un film qui a eu, qui a fait, je sais pas combien, 1 million de 5 recettes. millions et quelques d'entrées, ouais, je me souviens. Voilà, merci pour le chiffre, mais Ouais. c'est énorme. Et pourquoi est-ce que ce film-là a fonctionné? Si on avait dû parier en voyant les deux films en même temps, tu vois, je pense qu'on aurait pu se parier sur la réussite de Speed Racer. On se serait dit c'est bon, c'est familial. C'est Il y a familial, forcément voilà. les familles qui vont remplir Ouais. les caisses. Mm. Alors qu'un film de monstre violent avec quand même un contenu sexuel assez explicite, une petite pointe d'inceste avec la relation entre Vincent Cassel et Feu Émilie Dequesne, paix à son âme. Ouais. Tu te dis, mais qui va aller voir ça? En fait, tout le monde y allait. Donc c'est très très compliqué. Et Speed Racer, en fait, tu retrouves, il y a le superviseur des effets visuels, John Gaeta, qui est un proche des Wachowski et qui a bossé avec eux sur la trilogie Matrix. Il y a Owen Patterson, qui est le chef décorateur de Speed Racer. Lui a bossé sur Enter the Matrix et sur la trilogie Matrix, et même sur V pour Vendetta, dont on parlait. Et t'as Kim Barrett, la géniale chef costumière Kim Barrett, qui a bossé sur les Matrix, qui plus tard bossera sur Cloud Atlas et sur Jupiter Ascending, et qui a l'œuvre sur Speed Racer. Enfin, c'est la Dream Team de Matrix Ouais. qui est réunie pour un film pour enfants. Ça aurait dû marcher. Ben non. T'as beau avoir la même équipe, les mêmes talents, le même budget, le même producteur, parce que c'est chapeauté par Joel Silver aussi, c'est l'homme de confiance des Exactement. Wachowski. Et bien malgré tout, flop énorme. Exactement. Bah, ce Joel Silver, c'est intéressant parce que c'est peut-être l'une de ses dernières grosses productions. Il y a eu encore après les Sherlock Holmes de Guy Ritchie, début des années 2010, mais on a quand même un producteur aussi qui arrive à la fin d'un parcours qui a vraiment été un personnage central à Hollywood du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 2000 et qui l'a fait une nouvelle fois confiance aux Wachowski, comme Warner fait confiance aux Wachowski sur ce projet. Et je pense que oui, c'était pas complètement
à côté de la plaque, hein, de faire confiance aux Wachowski, pas simplement parce qu'elle sortait d'un succès avec Matrix, même s'il faut pas oublier quand même que la trilogie Matrix, le 2 et le 3, qui forment un peu un diptyque à part de Matrix, hein, qui est sorti 4 ans plus tard, au printemps et à l'automne 2003, ont été accueillis de manière quand même assez mitigée par le public, hein. On va rester poli, hein. Ouais, c'est des films qui, j'ai l'impression, ont regagné leur lettre de noblesse ces dernières années au fil des visionnages où, effectivement, le public qui avait peut-être rejeté le film, les deux films à l'époque, ont appris à apprécier comment dire, les partis pris mythologiques, aussi métaphysiques des films qu'ils ont eu du mal à digérer à la première vision. C'est des films, mine de rien, qu'il faut digérer, les films des Wachowski. J'ai cité Cameron, j'ai cité des réalisateurs qui ont cette force de créer des œuvres très populaires, universelles, qui parlent à un très grand public, mais qui sont peut-être, leur génie, c'est peut-être de faire quelque chose de très digeste, parce que c'est très travaillé à l'avance. James Cameron est sur les nouveaux Avatars depuis 10-12 ans, donc, et les Wachowski ont peut-être, ça vient peut-être du côté double cerveau. C'est peut-être ça qui complique un peu la chose, c'est il y a peut-être une espèce de dualité. D'un côté, quelqu'un qui va essayer de concevoir, d'être très conceptuel dans le récit qu'il va construire et de mélanger toutes les influences, et peut-être une autre part du duo qui va essayer peut-être davantage de mettre de l'huile dans les rouages et de donner une formule plus homogène et plus compréhensible par le public. Là, tu mets le doigt, volontairement ou pas, je ne sais pas, sur quelque chose qui est très spécifique au fonctionnement des Wachowski. C'est que c'était à une époque très compliqué de savoir ce qu'elles pensaient. Parce que c'est des gens qui sont allergiques aux commentaires audio, qui sont allergiques à la promotion, qui se sont volontairement mis en retrait de la promotion de Matrix 2 et 3 parce qu'elles voulaient surtout pas induire une lecture qui deviendrait la lecture universelle des films. Et donc, à charge de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Joel Silver, évidemment, Hugo Weaving aussi, qui est un des acteurs majeurs de la trilogie, d'aller faire la promotion. Et c'est pas évident non seulement de vendre le second, puis d'aller défendre le troisième après la volée de bois que s'est pris le second, sans le regard de ces créatrices, des gens qui ont façonné tout ça. C'est un profond respect du public qui peut tout à fait passer pour une forme de mépris, vu l'hermétisme de Matrix Reloaded, notamment, film que j'adore après, que je trouve exceptionnel, que je prends plaisir vraiment à me le prendre dans le nez, ce film-là. Mais voilà, donc tu mets le doigt là-dessus, c'est que les Wachowski sont extrêmement investis dans la création de leur travail et sont extrêmement en retrait une fois que l'œuvre est proposée au public. C'est très très dur d'avoir un regard là-dessus, de croiser l'œuvre et la parole des créatrices, c'est très compliqué. Elles sont un peu plus prolixes depuis qu'elles ont fait leur transition, justement. Donc il y a un entretien qu'elles avaient donné à je ne sais plus quelle chaîne qui dure une bonne heure, qui est très intéressant. Mais voilà, ça reste après coup, c'est après Jupiter Ascending, c'est vraiment une autre partie de leur carrière, qui commence avec Sense8, avec Netflix et tout ça. Pour avant, c'est pas si facile. Je sais pas comment t'as revu Speed Racer, j'ai le Blu-ray à la maison, moi je le regarde pas tous les 2 jours, mais c'est un film que je revois, je pense, tous les 3 ans à peu près, que je montre à des gens. Et les bonus sont rachétiques. T'as 4 modules promotionnels dont elles sont totalement absentes. Ouais. Le problème de Speed Racer, en fait, c'est que c'est un film, ça passe ou ça casse. Et là, ça a cassé. C'est un film qui est tellement radical dans ce qu'il propose que ça casse. C'est pas un film dont tu vas avoir besoin de comprendre, mais pourquoi ça ici, pourquoi tel traitement, pourquoi tel personnage représenté de cette façon grotesque. En fait, tous les choix qu'elles ont fait, tu les comprends, en fait. C'est pas un film, contrairement par exemple au dernier Matrix, bon, on va pas après disserter. D'ailleurs, tu as fait un podcast avec une collègue à toi de l'Infini Détail. Absolument. Voilà, sur le Matrix Résurrection. C'est pas un film comme ça où t'as des éléments épars rassemblés, où tu vas décrocher pendant toute une partie du film, mais ça, tu vas bien l'aimer, tu vois. Speed Racer, finalement, c'est une œuvre assez cohérente. D'abord parce qu'elle se veut fidèle à son matériau d'origine. Donc, si tu sais que tu as affaire à une œuvre qui adapte un manga puis un animé, le résultat, tu dis, ça ressemble forcément à une espèce de film animé d'œuvres comme ça. J'allais sortir un mot pour faire un parallèle sur la vie des Wachowski. On m'excusera, c'est pas du tout pour être trivial, mais une espèce d'œuvre transitionnelle, en fait, d'un média à l'autre, d'une forme à l'autre, en fait. C'est, on part du dessin en 2 dimensions à un film avec des vrais morceaux d'acteurs dedans, quoi, tu vois. Le mot est très juste, c'est vraiment faire une transition soit d'un genre à l'autre, ou d'un média à l'autre. Elles travaillent ça depuis très longtemps. Plus leur carrière avance, plus elles sont désinhibées là-dedans, tu vois. Exactement. T'as Matrix qui est plus désinhibée, Matrix 2 et 3 qui les sont encore plus, et après t'as Speed Racer, ensuite Code Atlas qui sur le plan narratif est ultra désinhibée. Elles ont su profiter à fond de la confiance qui a été accordée par le carton du premier Matrix. Elles se sont pas répétées, elles ont tiré jusqu'au bout la corde de l'audace, en fait, jusqu'au moment où ça a rompu, et ça a commencé à rompre avec le film qui nous occupe aujourd'hui. Tout à fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, elles essaient de transformer le cinéma, elles essaient de travailler les identités des différents médias
médias, les attentes que tu as par rapport à différents médias et te dire peut-être que tu peux aller voir un film qui assume complètement son héritage donc japonais. Et comme je l'ai dit, avec le public américain, c'est parfois difficile d'aller chercher des œuvres qui ne sont pas des œuvres qui à l'origine étaient de langue anglaise, de culture anglo-saxonne. C'est très compliqué avec ce public-là. Et voilà, c'est vouloir prolonger cet héritage dans de nouvelles formes. Je fais un parallèle avec un souvenir qui m'est revenu à propos de la sortie de Speed Racer et du jeu Speed Racer qui est sorti, je sais, alors on doit être à l'époque sur PlayStation 3 et Xbox 360 si je dis pas de bêtises. Je me rappelle d'une émission présentée par Marcus, hein, donc le mythique Marcus qui est un peu l'inventeur d'une certaine façon du concept de je joue devant vous aux jeux vidéo devant un écran. Donc dans l'émission chez Marcus sur No Life, il critiquait le jeu en disant bon, le jeu il est comme tous ces jeux à licence hein, qui sont adaptés d'un film, c'était un jeu de course donc c'est pas mal. C'est vrai que l'ambiance elle est étonnante, c'est vrai qu'il y a un univers autour, il y a des couleurs, il y a le design des voitures, les gimmicks des personnages, tout ça, ça me plaît beaucoup. Quand je joue au jeu, j'ai envie d'aller voir le film, et il avait vu le film, il disait, et quand j'ai vu le film, j'ai eu envie de jouer au jeu. Donc t'es pas totalement satisfait, parce que finalement, le média dont t'es en train de profiter à ce moment-là, qui est un film, il a presque besoin d'être complété par les autres médias, par un côté complètement transmédia, c'est-à-dire tu dis, il y a une scène de rallye dans le film, là t'aurais presque envie d'avoir un joypad avec toi, d'avoir une manette de jeu pour pouvoir y jouer. Il y a un moment, tu peux décrocher de l'action et te dire, est-ce que je préférais pas être en train de participer à une espèce de Mario Kart avec une skin Speed Racer que de simplement en être spectateur. C'est un film qui a besoin d'être complété en fait par les autres médias, que ce soit l'animé, le manga, le jeu vidéo. Pourquoi pas t'amuser avec des figurines dans la physique de ces voitures quand elles partent complètement, tu sais, en tête à queue ou qu'elles font des loopings. T'as vraiment l'impression d'avoir la physique de voitures avec lesquelles tu joues enfant dans ton salon. Tu leur fais faire un looping sur un circuit et tu te dis là, ils ne représentent pas des voitures de manière réaliste. Ce sont des petites majorettes, des petites matchbox comme on avait gamin ou des voitures télécommandées. À ceci près que nous, nos majorettes, n'ont pas un truc qu'ont les voitures de course de Speed Racer. On le voit dans divers groupes dans le film, c'est que les roues peuvent tourner à 180 degrés. Tu vois, pour rattraper quand elles sont au bord des pentes ou des choses comme ça. Et il y a souvent aussi, il y a souvent des plans, des inserts sur les pédales notamment de la voiture parce qu'il y a, pour te montrer qu'il y a beaucoup plus de pédales dans une voiture de course que dans une voiture normale, bien évidemment. Les boutons pour les diverses choses que tu peux faire, ça existe en Formule 1 sur le volant. Là, bon, évidemment, c'est pour jeter des serpents, sortir des boucliers, des scies, tu vois. Là, c'est la foire. Mais néanmoins, c'est pas si éloigné d'une certaine réalité. Et notamment, ils peuvent freiner, il y a une pédale de frein pour faire freiner que les roues avant, que les roues arrière, ce genre de choses. Tu me lances un peu sur la physique des voitures. Je trouve que c'est l'une des immenses réussites du film. Je crois complètement au poids des véhicules. Alors que les actions sont délirantes, mais quand tu vois le châssis qui commence à se courber, la roue qui est un petit peu le pneu qui commence à travailler, et le sound design qui est sublime dans Speed Racer, c'est un truc qui est, je trouve, c'est un peu le parent pauvre de la critique cinéma. On parle beaucoup de mise en scène, on parle beaucoup de scénario, on parle beaucoup parfois de montage, d'effets spéciaux. Le son est pas assez souvent abordé. Le sound design de Speed Racer, je m'amuse parfois à me revoir des scènes en fermant les yeux, donc en ne les voyant pas, en ne les revoyant pas, en les écoutant. C'est un poème. Hein. En termes d'immersion, privilégier le bruit de moteur plutôt qu'un autre alors qu'il y a 12 bagnoles à l'écran, savoir quelle voix tu vas entendre, à quel moment le public va faire une huée qui va venir comme ça te transporter au cœur de l'action, c'est un boulot phénoménal. D'autres films méritent ce compliment, mais on parle de Speed Racer aujourd'hui, et je trouve ça, c'est son plus haut paradoxe, c'est un film prodigieusement immersif, alors qu'il est en 2D, si j'ose dire, en fait, en flat. Mais voilà, il faut une fois encore s'y abandonner complètement, ce qui n'est pas facile pour un public occidental d'une part, et adulte d'autre part. C'est un film qui s'adressait aux enfants. Hein. Les Wachowski on dit ça à Joel Silver à l'époque, pendant la production, c'était on a la sensation de faire de très bons films, mais on regrette de pas pouvoir les montrer à nos neveux et nos nièces. C'est ça le premier Speed Racer en fait, quoi. On va garder ce niveau d'exigence, mais pour les gosses. Mais ça te demande, si t'es un adulte, ça te demande de te replonger dans un esprit d'enfant en fait, et t'es pas forcément à ce moment-là, t'es pas forcément dans des conditions pour le faire, et donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas, parce que ce que je disais sur les voitures qui se comportent comme des voitures avec lesquelles tu joues enfant, c'est-à-dire que le film doit prolonger une expérience que t'as eu enfant, des souvenirs que t'as enfant, et les Wachowski veulent te replonger là-dedans et pousser encore un peu plus loin, c'est-à-dire que tu vois, comme tu disais, les roues qui tournent à 180 degrés et différents gadgets, c'est des trucs dont t'as peut-être eu l'idée quand t'étais gamin, et les Wachowski rajoutent une couche de fantasme à tes fantasmes d'une certaine façon, tu vois. Et pour ceux qui ont vu l'animé, alors moi j'ai pas de souvenir de l'animé, j'ai pas vu d'informations sur une diffusion française, je sais pas si l'animé a été diffusé ou quoi, mais je connaissais Speed
Racer, je connaissais le personnage de Speed Racer, le personnage de Racer X, la voiture, j'en ai vu des images, mais à mon avis assez tard dans ma culture, probablement avec l'arrivée d'Internet ou quoi, mais c'est quelque chose qui faisait pas du tout partie de ma culture. Mais j'imagine que pour un gamin, tu vois, te dire, ah là là, mes fantasmes d'enfant prennent forme, sont augmentés en fait par cette expérience de cinéma. Là encore une fois, le défi des Wachowski, c'est d'aller plus loin, d'émulsionner leurs influences et de vouloir donner un résultat qui est presque plus gros que la somme de ses composantes d'une certaine façon. Et comme tu le dis, la problématique, c'est que cette proposition, ils la font à des enfants. Tu peux apprécier un film pour enfants quand t'es adulte, hein, mais voilà, faut être dans des bonnes conditions, dans une bonne disposition. À ce moment-là, l'été 2008, quand le film est sorti, bon ben apparemment ça a pas été le cas. Je vais faire un tout petit bond en arrière. J'ai découvert Speed Racer, moi c'était le 18 juin 2008, donc au jour de la sortie, dans la ville de Nîmes, où j'étais à l'époque. Speed Racer sort, et en fait, j'aimais déjà beaucoup parler de cinéma, mais j'avais pas forcément envie d'en parler à qui que ce soit, tu vois. Je suis allé le voir tout seul. C'est un truc que j'ai gardé pour moi. Alors mes potes m'excitaient sur l'abandonnance, ils comprenaient pas du tout, tu vois. Et je lui ai dit, mais tu vois, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais bébé, écoute, laisse tomber, tu sais, moi j'étais dans mon truc. Donc j'avais une épreuve du bac le matin, et en fait, cette épreuve du bac, je l'ai vécue exactement comme le jeune Speed Racer au début du film quand il fait son contrôle. Je pensais à tout sauf à ma feuille. Si tu veux, j'avais qu'une idée en tête, c'est que ça se termine de prendre un bus, parce que oui, j'étais lycéen, j'avais pas le permis, rien. Donc fallait que je fasse une demi-heure de bus pour aller au Kinépolis, qui était un peu en dehors de la ville, pour aller voir Speed Racer. Donc j'avais qu'une idée en tête, c'est ça. Je me rappelle même pas du sujet du bac le matin. J'aurais pu écrire Go Rex Go comme fait le petit gamin sur son contrôle, ça m'aurait pas surpris. Et donc je suis allé voir ça. Je prends mon ticket et on était deux dans la salle. Moi et un autre mec du coup que je connaissais pas, dans une salle de 400 places. Littéralement deux dans la salle. Ma séance de Speed Racer, elle a dû ressembler à beaucoup de séances de Speed Racer dans le monde à ce moment-là, je pense, vu le bide que s'est mangé le film. Je sais plus si tu l'as dit, mais c'est 120 millions de dollars de budget, hein. C'est un gros chèque, Ouais. Speed Racer. Ça en a rapporté, je crois, au total, alors je sais pas si ça prend en compte les ventes vidéo, mais les derniers chiffres que j'ai vus, c'est autour de 90 millions, donc ça reste 30 millions de pertes à essuyer, ce Et qui est ouais. beaucoup. C'est rare d'avoir un blockbuster qui fait si peu d'argent, hein. Moins de 100 millions de dollars, c'est quand même un énorme four, hein. C'est un gros four, hein. C'est Ouais. pour essuyer les pertes. C'est en plus, une fois encore, c'est un film qui a été tourné avec une équipe rodée, avec un producteur qui connaît ses ouailles, j'ai envie de dire. Ça a été tourné en 65 jours à Berlin, si je dis pas de bêtises. Ouais, Speed à Racer. Babelsberg. C'est ça, voilà, merci. Et pourtant, ouais, gros flop à l'arrivée. D'ailleurs, je Alors, me demande, Babelsberg et l'Allemagne, je te coupe, désolé, je me demande si en c'est prie. pas le moment où ils ont commencé leur connexion berlinoise avec Tom Tykwer. Je sais pas si Bah, toi t'as évidemment, pensé la oui, même bien sûr. chose. J'ai pas vu son nom crédité ou quoi, mais je me suis dit c'est peut-être là qu'ils ont dû rencontrer Tykwer, peut-être. De mémoire, oui, parce que, alors, de toute façon, Speed Racer est concomitant, il est sorti 2 ans après le parfum. Donc, je sais plus exactement. Mais après, Tom Tykwer est devenu c'est un peu le D'ailleurs, troisième. on C'est dit un peu Tykwer, je crois que c'est Tykwer. Tigver, Ouais, pardon. Tykwer, ouais. Voilà, Tom Tykwer, qui est un très très grand réalisateur Ouais. aussi, qui est un réalisateur très ambitieux, et on comprend la connexion qu'il y a eu avec les Wachowski, qui lui a réalisé aussi certains segments de Cloud Atlas. Cloud Il est Atlas, co-réalisateur, absolument. voilà, Ouais. les Wachowski et Tom Tykwer. Voilà, on le voit pas assez ce garçon, et que c'est vraiment quelqu'un qui a fait des choses aussi très très intéressantes. Oui, non, mais tu parlais de l'équipe technique bien rodée. Il y a aussi quelqu'un dont on n'a pas cité le nom, c'est David Tattersall, qui est Le chef op, bien le sûr. chef Ouais. op. Alors ça aussi, je pense que c'est une idée assez judicieuse de la part des Wachowski à l'époque, hein. C'est de prendre le chef op de la trilogie, de la prélogie Star Wars, hein. Il sortait de la prélogie Star Wars, et de se dire tiens, ce gars, il a eu affaire à une expérience particulière de cinéma à l'époque, qui est de tourner avec des acteurs, mais avec beaucoup de fonds. Alors pas de fond vert, mais de fond bleu, parce que c'était des fonds bleus sur la prélogie. Tiens, là on a besoin de quelqu'un qui va accepter un défi technique. On va lui expliquer que une grosse partie du décor qu'il va voir à l'écran, c'est du fond vert, que ça va demander donc quand même un traitement d'image particulier. On traite pas l'image de la même façon, on n'aborde pas l'image de la même façon que dans un film classique avec un décor à éclairer ou dans des décors complètement construits. Donc il y a beaucoup d'éléments de 3D, il y a beaucoup de virtuel dans le film, et en même temps, il faut placer des acteurs au milieu de ces éléments virtuels. Quand on revoit la prélogie, parfois ça pique un peu. T'as l'impression parfois de voir des acteurs au milieu de dessins, enfin Ouais, ou de matte painting pas fini, Exactement. ou de peinture Et- sur verre, mais c'est ouais, la prélogie, c'est un autre sujet, mais la prélogie est faillible, mais elle a eu l'audace en tout cas d'aller s'aventurer sur ce terrain-là. C'était parfaitement sensé. Je suis content que tu cites non seulement le nom de Tattersall, mais son travail auprès de George Lucas, parce que là aussi, ça fait complètement sens d'aller chercher ce bonhomme-là pour travailler sur un univers, sur un film qui va être virtuel à 80%. Et la différence, c'est que je trouve que là où George Lucas n'a pas réussi à complètement intégrer ses acteurs dans certains décors dans la prélogie
trilogie. Là, je trouve que les Wachowski, ça fonctionne. C'est-à-dire que je sais pas si Tattersall il a vécu ça de cette façon-là, mais presque ça a réparé ce qui n'a pas été réussi, notamment dans l'épisode 2. C'est surtout l'épisode 2 qu'on critique. Il y a quelque chose de très statique, d'un peu plan-plan dans les plans. On a parfois reproché au film d'être un peu découpé comme un soap opéra. C'est-à-dire que t'as plein d'éléments derrière, Un peu de ça. Coruscant, on a des vaisseaux qui passent, et t'as un peu l'impression t'as l'impression de voir les acteurs qui sont là au milieu de leur pan de leur morceau d'écran vert et qui savent pas trop comment bouger. George Lucas est pas un très bon directeur d'acteurs, hein. Là, je trouve que Tattersall va avoir le même genre de contraintes à gérer, sauf que le dynamisme, l'énergie du film, le découpage du film, la façon dont les actions sont enchaînées, comment dire, ça donne plus de crédibilité à ce décor qui pourtant est tout Paradoxal, hein. voilà, paradoxalement est tout sauf réaliste, est vraiment un décor de cartoon. Au début, tu tiques un peu, je trouve que quand il sort de la salle de cours et qu'il y a son frère qui l'attend Ouais. à la voiture. Je vois très bien ce plan. Tu vois ce que je veux dire, avec derrière des palmiers. Là, tu dis où est-ce qu'on est là? C'est un peu compliqué. Et puis tu comprends qu'en fait, c'est pas un problème d'exécution par une équipe d'effets spéciaux complètement à la ramasse, quoi, dans une cave dans un pays de l'Est ou je sais pas. Tu comprends que c'est pas ça le problème, c'est qu'ils ont pas sous-traité à une équipe d'incompétents ou qu'il y a pas d'argent. C'est que C'est une note d'intention, en fait, c'est vraiment. une note Si, d'intention. si tu Voilà. passes ce stade, c'est bon. Exactement. C'est le ticket d'entrée, c'est celui-là. Et après, je trouve que on les voit se mouvoir, on les voit. Alors, il y a des moments où tu sens que les acteurs, ils ont besoin d'adapter leur jeu à l'univers dans lequel ils sont. C'est quand ils sont sur l'espèce de petit chariot de golf, quand ils visitent l'usine, et ils ont besoin de surjouer un peu, presque de la pantomime en faisant enfin les parents qui jettent un regard un petit peu réprobateur aux enfants. Ils sont obligés un peu de surjouer, mais après ça va avec la logique d'un film pour enfants aussi, d'un film qui part encore une fois d'un animé, d'un manga, le côté très, comme je le disais, un peu hyperbolique, très exubérant de certaines expressions dans un manga quand un personnage s'énerve, quand un personnage se bat, Exactement. voilà. Mais c'est comme ce qu'on a reproché par instinct, j'ai envie de te dire, à Alita d'avoir des yeux immenses, le film de James Cameron. Mais c'est adapté d'un manga, c'est de la fidélité. Elle a des yeux mais bien plus gigantesques que ça dans Gun, mais même dans l'animé. Hein, c'est tout à fait cohérent. I can't believe you talked us into this ridiculous idea. What's ridiculous about it? You're the ones who were saying I'm a better driver than most of the WRL. Now's not the time to prove it. Why not? It's too dangerous. Oh, it's too dangerous for me, but not for you, right? Children, focus. We're going to have a chance. We're going to have to pass Snake before the rendezvous. I'm ready. Let's roll. Mais tu sais, c'est ce que tu pointes là, en fait, on est un peu au cœur du problème Speed Racer. Il y a un problème Speed Racer, comme il faut le dire. C'est que Oui. un film qui s'est planté, c'est qu'il y a quand même un problème. Le premier Matrix ne te forçait pas à réfléchir, à avoir des référents culturels précis, ne te forçait pas à être actif pendant la séance. Il t'y invitait. Voilà. Si ça t'intéresse de te questionner sur la réalité, de te questionner sur la place du virtuel, de questionner pourquoi pas sur la place de ton quotidien, d'une forme de dépression aussi, parce que le début de Matrix, ça aurait pu être un drame français dépressif. Hein. C'est un type qui vit seul chez lui, qui est à voler fermé toute la journée, qui est un génie, visiblement sans aucune passion ou aspérité sociale, et qui se fait engueuler par son patron parce qu'il a un quart d'heure de retard. Enfin, c'est un cauchemar, en fait. Ouais, c'est un film sur se reconnecter au monde, hein, Matrix. La thématique, c'est aussi ça. C'est ce qui a touché les gens aussi. Hein, voilà, ça peut être aussi quand je suis en dépression, quand je me replie sur moi-même, comment je me reconnecte au monde. Oui, c'est aussi ça. Hein. Voilà. Et donc, le premier t'invitait à réfléchir à ces choses-là. Il te mettait quelques citations pas discrètes du tout. Je crois que c'est... Est-ce que c'est Simulacre et Simulation qu'on voit au début de Matrix? Ouais, de Jean Baudrillard. C'est celui-là, ouais. Mais tout comme il y a des citations dans Ghost in the Shell aussi, des choses comme ça. Oui. Mais bref, on s'égare déjà. Donc, le premier Matrix t'invitait à réfléchir. On ne te lâchait pas la main. Malgré la complexité de ce qu'on te racontait, on te tenait quand même la main. Le deuxième, non. On t'oblige en quelque sorte. On te met des coups de pied en te disant non, il va falloir que tu penses vraiment. Tu vas devoir t'asseoir, oublie ton plaisir spectateur, oublie ton siège de cinéma. Il y a quelques moments, il faut t'asseoir et être extraordinairement concentré pour ne pas perdre le fil basique du récit. Voilà. C'était déjà une autre démarche. Speed Racer, c'est pareil, ça te demande le même effort, mais sur le plan esthétique. Ça te demande en fait de séparer le contenu et le contenant. Le contenu de Speed Racer, oui, c'est un film pour enfants. Oui, quand les personnages sont amoureux, eh ben c'est comme dans Scott Pilgrim, t'as des petits cœurs dans le ciel, tu vois. Oui, bien sûr, oui, t'as des couleurs. Oui, si tu remplaces les voitures par des sachets Haribo, ça fonctionne. C'est bourré de couleurs. Certains pourront te dire que c'est un film bourré de colorants. Mais, si tu sépares ça, ce contenu, et que tu t'intéresses au contenant, c'est-à-dire au sound design, à la musique sublime de Michael Giacchino, au
prouesses de mise en scène, au rythme du film, aux comédiens aussi, parce que ça joue super bien dans Speed Racer, en fait. Quand ils sont à lancer à pleine vitesse, que t'as Emile Hirsch qui est en sueur, qui a ses souvenirs d'enfance, qui affluent, mais j'y crois complètement. Ils sont extrêmement investis alors qu'ils ont rien autour. C'est prodigieux de ce point de vue-là. C'est un film extrêmement bien joué, ils sont bien dirigés. Mais voilà, séparer le contenu et les contenants. Et en commençant à faire ce travail-là, peut-être que tu peux commencer à voir ce qui a été accompli, les ponts qui ont été érigés péniblement à la force du poignet par les Wachowski entre le manga, le cinéma live, l'animation et le jeu vidéo, quoi. C'est un vrai carrefour, ce film, sans mauvais jeu de mots. Et c'est ce qui le rend, je trouve, aussi attachant. Et encore plus impressionnant parce qu'il a bientôt 20 ans. Je n'y prends pas moins de plaisir maintenant qu'à sa sortie. C'est même davantage. Mais moi aussi, effectivement. Alors, on n'a pas parlé d'une composante aussi du cinéma hollywoodien, de comment dire, du marché dans lequel doit s'ancrer un blockbuster depuis déjà maintenant au moins une vingtaine d'années. C'est la question de la culture geek, en fait. Aujourd'hui, c'est un terme qui est un peu dévoyé, geek. On met geek à toutes les sauces pour parler de pop culture, en fait. Hein. Aujourd'hui, je suis geek. Je suis allé voir le dernier Superman, je suis allé voir le dernier 4 Fantastique. J'ai joué à Zelda, tu vois, Fallen Ça suffit pour être geek maintenant, tu vois. Les gens ont oublié que c'était une insulte à une époque. Hein. Voilà, on n'est pas là pour faire du snobisme et dire qu'il y a des vrais geeks et pas des vrais geeks, mais là je parle de comment tu abordes une œuvre. Et je pense que cette œuvre, les Wachowski ont un fonctionnement qui est un fonctionnement de geek dans la façon dont ils conçoivent les choses, c'est-à-dire un fonctionnement, quand je veux dire geek, je veux dire obsessionnel sur certaines choses, plongé dans ses passions et qui justement ne veut pas écouter le mépris culturel qui consiste à faire une hiérarchie des différentes cultures, des différentes œuvres et des différentes formes d'expression. Je pense que c'est ça être geek en fait en soi, et s'intéresser bien sûr à la science-fiction, s'intéresser à l'heroic fantasy, ne pas avoir peur d'univers avec des lores importants, des mythologies touffues dans laquelle on ne cesse de découvrir de nouveaux détails. C'est un peu un côté obsessionnel, passionnel, voilà. Donc là, je parle pas forcément de niche, de part de marché, de grand public, de petit public. La question c'est pas ça, c'est de quelle façon tu abordes une œuvre. Et je pense que ce que tu dis sur Speed Racer, comment à un moment tu trouves ton intérêt dans Speed Racer après avoir réussi à appréhender cet aspect visuel, c'est parce que tu t'intéresses techniquement à ce qu'est Speed Racer et aux propositions que t'ont fait les Wachowski sur le plan technique et sur l'apport dans la pop culture. Je dirais pas que c'est un questionnement méta que t'es obligé d'avoir pour apprécier le film, ça se passe pas à ce niveau-là, mais c'est en tout cas tu dois voir au-delà de l'œuvre que t'es en train de regarder et entrer en conversation avec le réalisateur, alors qu'il y a plein d'œuvres dans lesquelles le réalisateur tu l'oublies. Le public très souvent ne sait même pas à quoi ressemble le réalisateur ou la réalisatrice derrière le projet. Là, la différence, c'est que tu dois avoir une conversation au-delà du film, une conversation justement cinéphile, dans le sens où tu dois apprécier le film en te disant « Ah, c'est dingue la place qu'a ce film dans telle histoire des formes en général, en fait, tu vois, dans telle histoire des médias, dans telle histoire le manga, l'animé, et on peut tracer des liens effectivement avec le jeu vidéo, avec ce dialogue constant qu'a Hollywood avec le jeu vidéo, sans réellement réussir. Dernièrement, on a eu des succès, finalement assez récemment, on a eu des succès d'adaptation de jeux vidéo, mais en 2008, on en était encore à un moment où les deux médias se regardaient, on peut pas dire qu'ils se regardaient en chien de faïence parce qu'ils s'influençaient l'un l'autre, mais ils avaient encore du mal à caler leur pas pour la valse, quoi, tu vois, pour réussir à fonctionner à deux. Et c'est aussi cette place-là qu'a Speed Racer, même si là on parle pas d'un film qui est inspiré d'un jeu vidéo, il y a forcément quelque chose qui va t'évoquer le média vidéo ludique. C'est un film qui est ludique, c'est un film, donc tu vois, il y a un côté vidéo ludique dans le film et une logique d'univers que tu pourrais accepter dans un jeu vidéo et que tu aurais moins tendance à accepter dans un film, quoi. Ce film-là, je pense qu'il a la même problématique qu'ont eu des adaptations de jeux vidéo à l'époque qui n'ont pas trouvé leur place à Hollywood. Même attends, la question de l'acceptation de l'univers, elle est centrale dans Speed Racer. Vraiment, c'est un film à étudier de très près pour savoir jusqu'où tu peux aller et où il faut t'arrêter. Où il faut t'arrêter en termes économiques, j'entends. Pour trouver ou pas ton public, pour que la production te fasse confiance et pour que tu puisses remettre le couvert, parce que ça aurait pu lancer une franchise, hein, Speed Racer. Tout était là pour le faire, hein, et ça n'a absolument pas été le cas. Il y a un truc qui ne cesse de m'étonner. En 2008, quand les images de Speed Racer sont arrivées, ça a été accueilli avec méfiance, avec moquerie, et finalement avec une profonde indifférence, vu que personne n'est allé le voir, alors que l'imagerie réaliste, l'imagerie solennelle d'un film qui aurait pu être tout aussi coloré, mais en fait non, qui était The Dark Knight de Christopher Nolan, cette imagerie-là, elle a été accueillie avec un très vif intérêt, et cet intérêt s'est transformé en triomphe au box-office. C'est produit par Warner, tous les deux, hein. Ouais. Et c'est deux écoles esthétiques, mais radicalement différentes quand il s'agit de faire de la pop culture au cinéma. On est en 2008, il se passe ça. Speed Racer, The Dark Knight. Je nous emmène maintenant en 2023. Il y a un autre film à l'imagerie bariolée et très kitsch, mais qui n'est pas accueilli avec méfiance,
qui est accueilli avec enthousiasme, c'est Barbie. Ouais. Alors que les images de Speed Racer, il y a 15 ans plus tôt, ça a fait chou blanc. En plus de ça, l'équipe marketing Warner Bros. A devancé le public parce que la campagne promo de Barbie a été entremêlée avec un film à l'imagerie réaliste, solennel, encore livré par Christopher Nolan, le papa de Dark Knight, et c'est Oppenheimer. Et cette fois-ci, les deux imageries ont été parfaitement acceptées par le public. Donc il s'est passé quelque chose entre-temps. C'est pas juste la promo avec Barbenheimer, on s'amuse à mélanger les deux films, à base d'affiches, de hashtags et tout ça, qui fait que ça marchait. L'imagerie a été totalement acceptée de Barbie, sans aucun problème. Mais Alors, je veux pas parler d'injustice, mais il y a un vrai travail d'avant-garde qui a été fait par les Wachowski, et je pense que leur drame aux Wachowski, mais vraiment sur toute leur carrière bound, leur premier film excepté, c'est d'avoir, malheureusement pour eux, toujours 20 ans d'avance. On pourra disserter un petit peu sur Matrix à ce sujet, sur Animatrix, n'en parlons pas. Elles arrivent toujours trop tôt. Et donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens peuvent aller se gaufrer le Superman de James Gunn qui ressemble à Gods of Egypt, quand même, faut le dire, sans avis qualitatif. Mais en termes esthétiques, pourquoi est-ce qu'un film est moqué et pas l'autre? Pourquoi est-ce qu'on peut aller voir les Gardiens de la Galaxie 3 ou 2 qui débordent de couleurs vives autant que Speed Racer, alors que lui, son imagerie n'a pas été accepté? Qu'est-ce qui manquait à Speed Racer? Je pense pas que c'était des qualités artistiques, je pense pas que c'était des prouesses narratives. C'était certainement pas un bon casting parce que John Goodman, Emily Hirsch, John Sarandon, Matthew Fox, ils sont tous phénoménaux. Je pense pas que c'était du talent, c'était pas un producteur. Ce qui lui manquait à Speed Racer, c'était une marque. Barbie, c'est une marque. Donc tu acceptes l'univers qui est déjà installé depuis 20 ans. Les Gardiens de la Galaxie, c'est devenu une marque, Marvel ça l'est, et tu peux tout faire avec Marvel en fait maintenant. Donc ça marche, il y a quelque chose le terrain est déjà préparé. Speed Racer c'est basé sur un animé qui était finalement très peu connu par chez nous, alors oublié par les gens qui l'ont vu, et comme tu dis c'est vraiment un truc de geek très connaisseur pour te dire tiens, ouais, je peux adapter ça. Gus Van Sant l'a pas fait, J.J. Abrams l'a pas fait, je sais plus quel cinéaste tu as cité qui devait travailler dessus aussi. Alfonso Cuarón, ouais. Même Alfonso Cuarón ne l'a pas fait, mais ouais, nous ça a du sens, on va y arriver quoi. Alors, entre-temps, j'ai oublié une étape, mais entre-temps, le moment où ça s'est peut-être débloqué pour les Wachowski courant 2000, c'est qu'il y a eu un remake de 97 qui a aussi été diffusé aux États-Unis sur Nickelodeon début 2000. Donc, oui, il y a eu ça aussi, c'est vrai. Voilà, ils se sont peut-être dit Warner, tiens, là, on va réactiver le projet parce que là, ça a remis Speed Racer à la mode. Mais oui, non, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu un phénomène Speed Racer à l'époque avec cet animé. Enfin, c'était pas du niveau du tout de Pokémon que d'ailleurs Warner aussi a essayé d'adapter au cinéma avec Détective Pikachu d'ailleurs, mais c'était pas du niveau d'autres animés de l'époque, ou One Piece qui commençait à ce moment-là. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas une marque assez forte, et le souvenir de Speed Racer chez les petits Américains des années 60, en 2008, ils avaient donc 40 ans de plus, on parle de gens qui étaient déjà des quinquagénaires à ce moment-là, probablement, tu vois. Peut-être que c'est peut-être compliqué de faire un film en espérant jouer sur les nostalgiques des années 60 et les enfants. Je pense qu'il manquait effectivement peut-être une vie à la licence Speed Racer quelque part dans les années 80-90, enfin histoire de perpétuer l'héritage Speed Racer, contrairement à Barbie, même si j'ai l'impression que Barbie c'est un peu démodé ces dernières années. Barbie est née dans les années 50, on a eu des Barbie des années 60, 70, c'est vraiment transgénérationnel la Barbie. Donc je pense que Barbie a bénéficié de ça. Tu as cité Dark Knight, donc Batman a eu plusieurs itérations et plusieurs versions, plusieurs traitements et plusieurs mises à jour, on va dire, au fur et à mesure des décennies. Voilà, ça n'a jamais arrêté, ouais, Batman. Donc c'est toujours présent dans l'inconscient collectif. Mais vraiment, c'est tout à l'honneur de Joel Silver et de Warner d'avoir tenté ça, d'y avoir mis le budget. Alors, je veux pas avoir l'air trop amer avec la production et notamment la distribution. C'est un film qui a pas été sacrifié, Speed Racer. Il y avait des affiches partout. Ah non. Beaucoup de bandes annonces. Chaque personnage avait son affiche. Il y a eu une vraie campagne marketing digne de ce nom. Mais d'ailleurs, peu de temps après ma séance, d'ailleurs, je me rappelle, c'est un vieux souvenir, j'ai repenté la longue avenue Jean Jaurès à Nîmes. Et que vois-je? Un formidable coup de vent avait ouvert un panneau d'affichage JC Deco. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? La fiche de Speed Racer. Donc je me suis dit, soit je la vole, soit elle s'envole. Donc j'ai opté pour la première option, donc je l'ai patiemment enlevée et enroulée parce qu'elle commence à se plier en tous les sens. Donc je suis reparti avec mon affiche de Speed Racer gigantesque sous le bras. Enfin, doux souvenir de, voilà. Mais pour dire que même là, dans c'est pas un petit village, Nîmes, mais ça reste une ville assez importante, très importante même dans le département du Gard. Mais voilà, l'affichage ne s'est pas contenté de bus sur la RATP ou de trucs comme ça. Même dans des villes de province, tu as vu une vraie campagne d'affichage massive pour Speed Racer sur les allées. Il y a du pognon qui a été mis, c'est un film qui a été soutenu, contrairement à Jupiter Ascending qui feront quelques années plus tard, qui lui a été plutôt lâché par le studio. J'ai presque envie de te dire qu'avec tout ça, l'échec était presque inévitable parce que les Wachowski avaient quand même toutes les bonnes cartes de leur côté. C'était juste pas le moment, c'était trop tôt.
Ouais. Et comme je te dis, dans la façon de se mettre dans un état d'esprit geek, peut-être que c'était aussi trop tôt en 2008. T'as cité The Dark Knight qui sort le même été, mais The Dark Knight, on part d'un personnage, d'un univers qui est l'univers de Batman, qui pourrait prêter bien évidemment à un traitement geek pour les amateurs de comics, quelque chose qui est très référencé, qui se veut vraiment canon, fétichiste presque, tu vois. Sauf que là, le traitement de Christopher Nolan, il était à l'exact opposé. Il ancre Batman dans un univers, si ce n'est réaliste, en tout cas, comment dirais-je, un minimum vraisemblable, austère aussi, hein, dans une certaine mesure. Et d'ailleurs, pour moi, c'est parfois difficile d'acheter Batman dans certains plans de Dark Knight. C'est presque aussi difficile que d'acheter les visuels de Speed Racer pour moi, hein. Je veux dire, Ouais, tu vois, paradoxalement, là aussi, tu vois, et c'est c'est marrant compliqué. parce que c'est à l'autre bout du spectre, comme tu dis. Mais alors, voir ce mec habillé comme ça, avec ce costume en haut d'un building, dans un univers qui ressemble à du Michael Mann, hein, ce qu'on a souvent dit, on a souvent fait le parallèle d'un univers urbain proche de celui de Heat de Michael Mann. Tu te dis, mais c'est étrange, qu'est-ce qu'il fait là, ce mec? Il est complètement timbré. Et c'est un traitement complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui, comme tu disais, en parlant de Superman, des 4 Fantastiques. Tu vois, Superman, on ose des couleurs qui sont les couleurs du Superman du Silver Age, avec Crypto le chien qui est avec lui. James Gunn se permet ce genre de parti pris, ce choix de traitement de Superman. Les 4 Fantastiques, c'est pareil, ils ont leur costume des années 60. Le dernier, tu veux dire? Oui, les 4 D'accord, Fantastiques. j'ai la dans Pascal, je l'ai Sorti pas vu celui-là. Ok. qui est sorti cet été au moment où on enregistre ce podcast. Les 4 Fantastiques, tu vois, ils ont un design années 60, ils ont un design rétro. On se serait pas permis de faire ces partis pris esthétiques il y a quelques années. Quand Bryan Singer fait le premier X-Men, il leur met des costumes en cuir, du latex, enfin un traitement de l'univers qui se voulait cool. Le cool début 2000, tu vois, bah justement Post-Matrix, quoi. exactement comme tu dis, Il faut du cuir, sinon c'est pas un film d'action. Tu vois. Exactement. Et la photographie, la colorimétrie du film. Aujourd'hui, on assume des partis pris beaucoup plus comics accurate, comme disent les puristes. Ça prouve qu'il y a quand même eu une évolution et que effectivement, on est prêt à voir des films avec des partis pris beaucoup plus proches des œuvres d'origine et beaucoup plus influencés par du dessin, beaucoup plus influencés par des formes d'art différentes du cinéma, ce qui était peut-être encore trop tôt en 2008, ouais. Beaucoup trop tôt, ouais. Ouais. Après, moi, je suis ravi de voir cette pluralité parce que The Dark Knight, c'est un travail brillant. Après, moi, j'ai comme toi des réserves sur Ah le oui, style de complètement. Nolan. Oui, bien sûr. Mais c'est un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. Excellent scénario. Tu peux ne pas adhérer au réalisme voulu par Nolan, mais c'est un parti pris qui est tenu et qui est tenu, je trouve, intelligemment. Oui, oui. Mais c'est cool là de voir que le dernier Superman, donc réalisé par James Gunn, t'as des plans où Superman, ben, non seulement il a remis son petit slip rouge, en plus le slip, il est pas moulant. Tu sais, des fois, t'as un écart entre la cuisse et le slip de. Tu dirais que c'est un petit peu mal mis, il y a un côté un peu artisanal, un peu ben, enfantin. Encore une fois, t'as l'impression que le mec s'est Ouais, habillé ouais. avant d'aller s'amuser dans la rue avec ses copains, d'aller taper du kaiju avec un gros bidou. Tu peux adhérer ou pas à ça, mais il y a une forme de fraîcheur retrouvée là-dedans, mais qui doit, je pense, mais en sous-main, mais c'est très dur de dire que les Wachowski ont déblayé le terrain, mais moi j'y crois profondément. On va reprendre l'exemple des super-héros, on va rester chez DC, on va rester chez Superman, mais quand je vois le climax de Man of Steel de Zack Snyder en 2013, mais 10 ans avant, c'était Neo et l'agent Smith, quoi. Exactement. Pareil, ils ont débloqué un truc. Bon, après, une fois encore, c'est en comparaison qualitative parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je pense vraiment que l'un n'existerait pas sans l'autre. Ça te permet d'assumer des choix, d'avoir comme ça des modèles qui ont réussi des choses aussi fortes et aussi risquées que effectivement un combat digne d'un combat de super-héros avec Matrix et l'agent Smith, ou un combat, on a aussi souvent comparé à Dragon Ball Bien Z, sûr. les combats pareil démesurés de Dragon Ball Z, voir un personnage comme Neo qui atteint une telle puissance et un univers aussi qui permet aussi ces impacts, les impacts qu'on voit dans Matrix, c'est-à-dire ce monde qui peut être totalement détruit, totalement balayé sous le forme d'une impulsion, d'une onde de choc. Ça marche aussi dans Matrix. Voilà, et là on sait qu'on a des figures que sont les figures du héros, de son antagoniste, qui sont des figures hyperboliques, qui sont des figures mythologiques. C'est pour ça que ça fonctionne. Et effectivement, les super-héros jouant à peu près sur les mêmes conventions, à mon avis, ont été effectivement beaucoup aidés par Matrix. Ça c'est évident. Mais comme je te disais d'ailleurs, oui, le X-Men de Bryan Singer, t'as un peu l'impression qu'il découle de Matrix, qui sort de la cuisse de Matrix, pas de la cuisse de Ouais, Jupiter. l'image est excellente. Ouais. Ouais. Pas de l'accuse de Jupiter Ascending non plus, mais. Voilà, c'est ça. Speed Racer a été assez, comment dire, avant-gardiste. J'emploie souvent le mot avant-gardiste, mais en fait, je l'ai piqué à Emile Hirsch, l'acteur principal qui joue Speed Racer, parce qu'à l'époque de la promotion du film, alors je ne sais plus si c'était des images qui ont été prises pendant la fabrication ou après le montage final, mais il disait, je cite, « J'espère que
ce sera considéré comme un film d'avant-garde, car c'est à mon avis ce que sont en train de faire les Wachowski. Il avait déjà conscience, en fait, alors que le film n'était pas sorti, il n'y avait pas eu le four encore au box-office, il n'y avait pas eu tout ça. Il avait déjà conscience, en fait, dans la fabrication que c'était ça. Et enfin, il faut le dire, en fait, pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui nous écoutent, j'imagine que ça représente une très très petite portion d'auditeurs. Speed Racer, c'est 2h20 d'objets visages en 3D sur des compositions en 2D. C'est extrêmement étrange à regarder, hein, quand même. Avec beaucoup de plaisir, encore une fois. C'est un film que j'adore, hein, c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Mais c'est très très bizarre, en fait. Les mecs, ils sont allés faire des photographies aux quatre coins du monde. Ils sont allés dans les Alpes, en Autriche, en Grèce, au Maroc, en Italie. Et en fait, ils prenaient des photographies sphériques d'environnement extérieur ou intérieur qui pouvaient intégrer ensuite à loisir dans les images des comédiens tournées sur fond vert. Donc c'est un peu l'approche d'un film d'animation, quoi. Quand tu regardes les making-of de Ratatouille, par exemple, de Brad Bird, l'essentiel du making-of de Ratatouille, c'est les animateurs de Pixar qui vont manger dans des restos parisiens ou qui se baladent dans les rues de Paris et qui prennent des photos d'environnement pour les recréer ensuite virtuellement, de manière à ce que la caméra puisse se déplacer comme elle veut, cadrer le visage qu'elle veut, produire l'émotion qu'elle le souhaite, mais les Wachowski l'ont fait avec des comédiens de chair et de sang. Donc c'est un vrai film hybride, hein. C'est aussi pour ça qu'il est dur à appréhender, à accepter, mais qu'il est aussi facile à aimer une fois que tu fais sauter les quelques inhibitions qui te retiennent. Et puis je pense que le récit autour de cette famille, quand même touchant, il y a un vrai cœur émotionnel dans le film, c'est pas juste un objet, c'est pas juste une expérience, une espèce de grand roller coaster dans lequel tu rentres si tu veux, tu rentres pas et tant pis. Il y a pas que l'aspect technique qui te vend le film, c'est aussi le cœur émotionnel de cette histoire avec John Goodman, qui est un personnage, je trouve, merveilleux dans le film, ce père de famille. Super Mario. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a l'émotion qui arrive à desservir les Wachowski. Contrairement, il y a un autre film qu'on a oublié de citer, qui est sorti, je crois, en 2004, donc 4 ans plus tôt, et qui était un peu une expérimentation un peu semblable à celle de Speed Racer, c'était Captain Sky et le monde de demain. Absolument. Qui avait fait un four aussi, Captain Sky, qui avait été, pour le coup, beaucoup moins bien distribué. Moi, je me souviens avoir voulu le voir au cinéma et pas avoir pu le trouver près de chez moi. Pareil, Donc, j'ai échoué, je l'ai vu en DVD chez moi, j'avais pas pu le ouais, voir en je l'ai vu en salle. DVD et je me souviens d'un film qui m'a assez vite ennuyé, alors que j'aime bien l'aspect diesel punk du film, hein, ce côté science-fiction des années 30-40 qui reprend un peu le ton d'un serial de l'époque, mais avec là encore des moyens techniques des années 2000. Et donc on a là encore des acteurs sur fond vert, sur fond bleu. La plupart des éléments dans le décor sont virtuels, quoi. Moi je me souviens d'un film qui m'a assez vite ennuyé. Il y a un truc qui fonctionne pas, t'adhères pas forcément à la trajectoire de ces personnages. Il manque une dramaturgie au film pour t'embarquer complètement. Donc la différence avec Speed Racer, pour moi, outre la qualité de réalisation des Wachowski, c'est aussi que je trouve que ça sert une émotion. Le parti pris de faire un film pour enfants qui doit te replonger dans des émotions d'enfant, avec ses couleurs, avec cette énergie, avec ce rythme, je trouve que l'émotion de cette cellule familiale et de ce personnage qui est... c'est aussi un coming to age, comme on dit, hein. C'est aussi un personnage qui doit entrer dans l'âge adulte. Le personnage de Speed Racer qui est encore adolescent, qui découvre la dure réalité du monde, en fait, avec ces grandes corporations, avec les magouilles financières qu'il y a derrière, et qui doit quand même garder espoir, qui doit quand même garder une part de sa candeur, qui doit quand même garder une part de son optimisme et de sa liberté et de sa motivation en tant que pilote. Je trouve que tout ça fonctionne dans un tout cohérent, en fait, hein, entre les émotions par lesquelles tu passes, par l'action et le récit en lui-même. Ça donne un tout assez cohérent dans le fond et la forme. Bah, n'ayons pas peur des mots, en fait. Si tu t'abandonnes, pardon, à Speed Racer, il est bouleversant. Enfin, tu peux être profondément ému par cette histoire toute simple d'une famille détruite par un deuil et qui va se ressouder par la victoire de leur fils cadet, là où l'aîné a trouvé la mort. Il y a des idées de mise en scène, notamment il y a un plan, mais que je trouve sublime. T'as la caméra tu comprends que c'est en contre-plongée totale, t'es au sol, t'as un verre qui tombe vers la caméra, qui se brise, et lorsque le liquide violet dans le verre se répand, ça révèle le visage de la mère qui est prostrée. Elle a lâché son verre parce qu'elle a appris une nouvelle terrible. La lumière du téléviseur se reflète sur son visage, et on comprend que c'est le soir où ils ont appris la mort de leur fils pendant un rallye. Et le plan est génialissime. La musique de Giacchino, enfin, comme tu dis, il y a une dramaturgie, ce qui manquait à Captain Sky, ce qui manque à beaucoup de films aussi colorés que Speed Racer, mais pas forcément aussi bien raconté. Et il y a la scène d'intro de Speed Racer, moi, qui est une scène que je peux revoir en boucle sans problème. Incroyable. Un monument de découpage, de montage, de narration. Donc on assiste à une course de Speed Racer, la fameuse course qui va lui valoir d'être repéré par cette ordure de Royalton Industries, et il visualise littéralement le fantôme de son frère.
Par Ouais. fantôme, on entend la voiture qui est transparente à l'écran et qui ressemble donc aux voitures fantômes contre lesquelles on court soi-même dans Mario Kart quand on veut s'entraîner, on allait faire une vraie course. C'est une idée, un mécanisme, un outil même de jeu vidéo qui a été transposé et transcendé en outil narratif pour créer de l'émotion. Et c'est là que tu vois le génie des Wachowski. Et qui faisait ça à part elle à cette époque-là? Il y avait des cinéastes brillants déjà en 2008, hein, c'était pas les seuls, et actuellement aussi. Mais arriver dans un film aussi coloré, aussi chargé esthétiquement, à te provoquer une émotion aussi vive, c'est génialissime, quoi. Elle me transporte cette scène à chaque fois. Et quand j'écoute la musique de Giacchino hors séance, j'ai les images qui défilent et je peux entendre mon cœur battre pendant la séance, je plaisante pas. C'est le début et la fin de Speed Racer, c'est des rides littéralement, hein, de cinéma, mais incroyable. Il est très très haut sur la liste des films que je voudrais revoir en salle. J'espère qu'ils vont le ressortir un jour. Je dis en Blu-ray, mais c'est le Blu-ray Warner d'époque qui est sorti en 2009. Il n'y a pas eu de réédition. Je crois que sur son compte Twitter, Émilie Hirsch avait balancé discrètement, ce serait sympa d'avoir une copie 4K de Speed Racer. Puissent les dieux du cinéma l'entendre et sortir une copie 4K, parce que là, pour l'instant, pour le passer en salle, il y avait une séance, je crois, il y a une dizaine d'années au Max Linder, mais mes souvenirs sont pas exacts, j'ai pas pu y assister. Et c'était une copie 35. Ce serait génial d'avoir une copie 4K de Speed Racer qui s'y prêterait admirablement en plus, et de refaire, de faire une sortie, histoire de faire à grande échelle ce qu'on fait, enfin, ce que tu fais un peu avec Bizarroid, déterrer les joyaux qu'on a un peu trop vite enterrés ou oubliés. Ouais. Et bien, il y a un réalisateur qu'on n'a pas cité parmi les parallèles qu'on a fait, mais c'est vrai qu'il y a aussi George Miller qui, d'une certaine façon, j'ai l'impression, a un peu vécu les mêmes problèmes pour vendre au public ses blockbusters ces dernières années. En fait, la façon dont on a résumé les problématiques de Speed Racer, en fait, on pourrait presque les appliquer à un film comme Furiosa l'année dernière, qui s'est aussi mangé un bide presque équivalent à celui de Speed Racer, hein. Pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des partis pris esthétiques très très forts. Il y a un univers auquel j'ai l'impression que le public n'a pas voulu adhérer. Et pourtant, moi, c'est un film que je trouve très très émouvant. Je pense que c'est vraiment un émotionnel aussi, George Miller. Et je trouve que c'est dommage, d'une certaine façon, le malentendu qu'il y a autour de ces films-là. C'est-à-dire, ça va être un pur plaisir, comme je dis, technique, en fait, et pas forcément un film qui va te cueillir par les émotions du récit dont il te parle, avec l'universalité de certaines thématiques. Il y a un malentendu, j'ai l'impression, autour de certains films où le public, une partie du public n'arrive pas à concevoir que on peut avoir les deux choses entremêlées dans une même proposition. Le public ne comprend pas, passe à côté du film parce qu'il a l'impression que il faut choisir soit une dramaturgie forte, soit un aspect visuel débridé, voilà, et que ton plaisir de spectateur doit passer soit par une case, soit par l'autre, et que le réalisateur n'arrivera pas à tenir ces deux composantes, quoi. Et je trouve ça dommage. C'est très juste, ouais, cette espèce de dilemme qu'il y a. Alors, l'échec de Furiosa, il est d'autant plus triste que lui, contrairement à Speed Racer, il a une marque qui est Mad Max, Et ouais. qui est établie, une marque qui, 10 années plus tôt, avec Fury Road, a totalement convaincu le public, la critique, le Festival de Cannes, les Oscars, même il est reparti avec 5 Oscars, même s'il a pas eu les distinctions les plus hautes. Et donc, il partait sur les bases les plus solides qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire un réalisateur à la tête d'une saga qu'il a initiée, dont il maîtrise parfaitement les codes, qu'il a su renouveler à la fois en termes de chair, c'est-à-dire qu'il a su trouver un autre acteur pour remplacer Mel Gibson, en termes techniques, en termes narratifs, et tout ceci avec un studio qui lui a à nouveau fait confiance. Et ma foi, la sauce n'a pas pris. Mais il y a une explication qui est un peu triviale, hein, mais je pense que Hollywood est faut pas se mentir, leur but, je pense, et c'est bien normal, c'est de donner aux gens le goût de ce qu'ils connaissent strictement déjà. Je pense que tu peux avoir un sentiment de déception devant Furiosa parce qu'il est beaucoup moins chargé en action, beaucoup moins bruyant aussi que ne l'est Fury Road. Et ça peut décevoir, mais tout comme Matrix Reloaded a pu refroidir les gens alors que la base de Matrix était ultra solide. C'est un film qui a été adoré. Tu as vécu l'époque des forums de Matrix où les gens dissertaient à loisir sur la signification de tel plan, de la pilule. C'était incroyable à vivre. C'était une époque de début d'Internet, en tout cas pour le grand public, qui était fabuleuse. Donc il y avait une émulation intellectuelle et émotionnelle complète. Et malgré tout, le film a subi un rejet. Donc, je pense vraiment que, ouais, George Miller, et c'est tout à son honneur, et c'est pour ça que je laisse un cinéaste que j'aime énormément, avec sa monteuse et épouse Margaret Ixel, ils font jamais 2 fois le même film, même quand ils font des suites. Happy Feet 2 ne ressemble pas à Happy Feet, pour ne citer que celui-là. Et donc, c'est un film magnifique, mais pareil, quoi. Pour le coup, il est peut-être arrivé trop tard. Peut-être, il s'est quand même passé 10 ans après Fury Road. Peut-être que s'il n'y avait pas eu 10 ans d'attente après un choc pareil, le public aurait davantage répondu présent. J'ai juste terminé avec, je ne sais plus où il l'avait dit, mais c'est Guillermo del Toro. Peut-être à l'époque de Pacific Rim. Il posait la question, comment deviner si un film va marcher? Je pourrais vous expliquer par A plus B que Speed Racer a tout pour être un succès. Pourtant, il a chuté au box-office.
Donc ça reste toujours une grande question, quoi. Speed Racer est un rappel, mais définitif, que c'est une industrie de prototype et que pour produire les films en série et s'assurer du succès, il faut vraiment une formule. En ce moment, c'est Marvel. Dans 20 ans, ce sera autre chose. Et que lui, justement, il est avant-gardiste, car complètement artistiquement et commercialement, il est vraiment hors de toute formule. Mais j'ai grand plaisir que tu m'as invité pour parler de ce film-là aujourd'hui. Plus les années passent et plus il me semble précieux. Close your eyes and listen. They said that Ben Burns drove the final lap of the Vanderbilt Cup with his eyes closed. No way! No? Maybe you just can't hear it then. Maybe you ought to start hitting those books. No, I hear it! Oh, is that so, Mr. Burns? All right. Tell me to punch you for the jump.